Bonjour tout le monde, je suis Gloriane Blais. Nous sommes le 24 mars 2025. Ce live, donc, que je fais sur, premièrement, Facebook. Je déposerai peut-être une partie sur X. C'est relativement à la demande de révocation que je rédige, que j'ai rédigée. Une demande de révocation du juge en chef du Canada, Richard Wagner. Alors, c'est ça, je vous invite au départ à partager ce live très important car c'est ma demande de révocation du juge en chef d'un pays. À ma connaissance, en Occident, ça n'a pas été encore fait. Donc, et c'est très important que cette demande de révocation du juge en chef du Canada, Richard Wagner, c'est-à-dire le juge en chef de la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal du pays, soit déposée le plus rapidement possible. Donc, pourquoi? Alors, je commence, je sais les gens vont entrer, mais je veux pas... je veux permettre que ce soit facile de la réécoute pour les gens en différé. Alors, vous réécouterez les premières minutes pour ceux qui ont manqué. Alors, pourquoi le dépôt de ma demande de révocation du juge en chef du Canada, Richard Wagner, à la Cour suprême, c'est un dépôt à la Cour suprême du Canada, est urgent. Pourquoi c'est urgent? Alors, je me suis prise quelques notes pour être le plus efficace possible. Alors, j'énonce maintenant les raisons. 1. Parce que nous venons de débuter la très cruciale, très importante, historique campagne électorale fédérale hier. Ces élections générales fédérales qui changeront à jamais le Canada, dans le sens positif ou dans le sens très négatif. Alors, c'était ma première raison pourquoi le dépôt de ma demande de révocation du juge en chef du Canada, Richard Wagner, de la Cour suprême, ce dépôt est urgent. Alors, 2, parce que pour que ma demande soit étudiée sérieusement en commission parlementaire à la Chambre des communes, les élus, dès maintenant, doivent démontrer aux Canadiens leur courage devant les plus courageuses discussions qui doivent avoir lieu urgemment au Canada. Parce que ma demande de révocation, elle a comme objectif d'être étudiée à la Chambre des communes. Par la suite, ça sera au Sénat canadien et par la suite, ça sera le gouverneur général. Donc, ça doit passer ces 3 étapes-là. Mais elle sera déposée à la Cour suprême, je vous explique. Alors, c'est la deuxième raison pourquoi le dépôt de ma demande de révocation est urgent. Alors, puisqu'on vient de commencer une campagne électorale, alors, troisièmement, afin que vous, les citoyens, le peuple, soyez à l'aise de faire la démarche qui vous reviendra auprès de votre député sortant et auprès des candidats de votre circonscription. Vous devez avoir en main la version, pour faire cette démarche-là, vous devez avoir en main la version officielle qui aura alors été déposée officiellement à la Cour suprême du Canada pour faire sérieux. 4e raison pourquoi le dépôt de ma demande de révocation est urgent, donc qui doit être déposé urgemment à la Cour suprême du Canada. 4e raison, cette demande de révocation sera déposée à même ma demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême concernant la loi machiavélique, comme Maître André Lafrance l'a nommé en début 2024, donc concernant la loi machiavélique de la santé publique du Canada. Et la date limite pour ma demande d'autorisation d'appel est le 8 avril 2025. Donc, ma demande de révocation du juge en chef fera partie de ma demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême. Stratégiquement,
c'est hautement préférable que vous, les Canadiens, ayez en main ma demande de révocation rapidement, très rapidement. Pour cela, 6, je dois compléter le paiement du montage juridique du dossier. Le montage juridique du dossier de ma demande d'autorisation d'appel relativement à la loi sur la santé publique. Le paiement du montage juridique, je ne paye pas des avocats. Ce n'est pas des avocats. Le travail juridique, c'est moi qui le fais seulement. Donc, le montage juridique du dossier, c'est une firme qui monte le dossier, que je lui remets le dossier, je lui remets le mémoire. C'est une firme qui monte le dossier selon les règles de la Cour suprême du Canada et les imprime, okay, selon les règles de la Cour suprême du Canada. Tous les avocats au Québec font affaire avec de telles firmes de montage de dossier à cette étape judiciaire qui est la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. Pour le dossier, parce qu'en fait, quand je dépose ma demande d'autorisation d'appel, je dépose la demande de révocation, mais est en lien avec quoi? Pourquoi que j'emmène ça à ce moment-là? C'est dans mon recours sur l'inconstitutionnalité de la loi sur la santé publique et que j'ai plaidé le 31 janvier 2025 à la Cour d'appel du Québec. Et parce que tout est lié, là, c'est très important. Et donc, je dois déposer mes 4 volumes de ma demande de permission d'appeler à la Cour d'appel. Je dois les redéposer dans le cadre de ma demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême. Donc, c'est beaucoup de volumes d'impression et l'estimé pour la firme de montage. Parce que si on ne le fait pas selon le montage juridique, c'est parfait, le dossier peut être tout simplement refusé de dépôt au greffe de la Cour suprême. On ne peut pas se permettre ça, là, quand on fait des dossiers là, comme on fait ensemble avec mes compétences, des dossiers aussi importants pour le futur de l'humanité. Moi, je suis de toute façon jamais dans la Cour suprême sans ce type de montage de dossier-là. Et l'estimé de la facture pour la firme, elle a reçu tous mes documents, elle a reçu mon mémoire, c'est 5 527 $, 5 527 $ et 11 sous. S'il y a des gens qui me disent « Ah, c'est trop cher, son domaine voleur, tatati », je veux vous informer que je faisais affaire avec une autre firme dans le passé quand j'étais avocate et quand j'ai dénoncé la corruption judiciaire, ils ont, pour une autre raison, décidé qu'ils ne voulaient plus faire mes dossiers. Alors, ce que je vous dis, c'est que nous sommes extrêmement chanceux et on se doit d'être reconnaissant envers la firme qui ont accepté de continuer mes dossiers avec moi. Ils sont hyper professionnels et je ne ressens pas du tout qu'ils sont voleurs. Absolument pas. Je sens même que des fois, ils me posent des questions, celui qui monte le dossier. Je fais toujours affaire avec la même personne dans l'équipe, très professionnelle. Et il me pose des fois des questions, est-ce qu'on met en doublon pour essayer d'économiser? Donc, je le sens pas du tout, mais ils ont le droit de vivre aussi, ces gens-là. Donc, c'est 5 527 et 11 $. J'ai publié cet estimé-là, là, qui était en format facture, sur mes réseaux sociaux. À ce jour, pour la demande d'autorisation d'appel, dans lequel la demande de révocation du juge en chef de la Cour suprême, donc j'ai pu payer 3 300 $ grâce à vos dons que je vous remercie immensément. Par contre, comme j'ai tout sacrifié pour pouvoir me rendre ici aujourd'hui, je n'ai aucun coussin financier. C'est pas parce que je veux pas, je n'ai aucun coussin financier. Les meubles que j'avais chez moi dans la ville de Québec, je les ai donnés pour rembourser mes billets d'avion et les billets d'avion de mes enfants et de mes accompagnateurs et des accompagnateurs de mes enfants lorsqu'ils sont arrivés 2 semaines après en France quand j'ai eu à fuir le Canada. Il y a pas, donc, je les ai payés en donnant mes meubles. Donc, ce que je veux dire, tous mes meubles, ma laveuse sécheuse qui était quand même assez récente, tout ça, presque tous mes meubles. Donc, je suis pas
c'est pas parce que je veux pas, là, hein. Je sais le plus possible. Et pour moi, quand je fuis le Canada pour aller dans un autre pays, pour sauvegarder ma vie, pour pouvoir continuer mes dossiers judiciaires, pour le bien de l'humanité, pour le bien du Canada, pour le futur des enfants, il me semble que tous ces frais-là devraient être assumés par le peuple, mais il y a une personne qui me payé les billets d'avion avec sa carte de crédit et je lui ai remboursé avec avec mes meubles, qui étaient des meubles de qualité, mais c'était des meubles que j'avais achetés alors que j'étais avocate et que je réussissais ma vie avec des jeunes enfants. Donc, c'est ça. Donc, je n'ai aucun coussin financier. Depuis que je suis arrivée aux États-Unis, en France, je n'avais pas de voiture, j'étais en transport en commun, j'ai marché beaucoup avec mes enfants, pas de problème, c'était très bien pour mon corps. Depuis que je suis arrivée aux États-Unis, je vis chez la famille, de la famille, et ça me coûte rien de vivre là. Je parle pas de la nourriture, je parle de, j'ai pas payé de loyer. Mais c'est un lieu où que la voiture est nécessaire. Ok, je vous explique ça pour vous expliquer les dépenses que j'ai dû faire récemment. Donc, il y a une personne qui me prêtait sa voiture, hein, mais j'ai prêté sa voiture, mais bon, je dois assumer tous les frais, là, à partir du moment là, que la personne me prêtait sa voiture. Elle paye les immatriculations de la voiture encore, les assurances sur la voiture encore, même si je l'utilise. Donc, une personne m'a prêté sa voiture pour que je puisse me déplacer. Les transports en commun sont vraiment médiocres où je suis. C'est un beau quartier, mais vraiment médiocre. Et pour que je puisse fonctionner. Et puis, je remercie cette personne très généreuse, mais c'est une voiture usagée. Et la semaine passée, la voiture n'a pas voulu repartir. J'étais dans un stationnement d'une épicerie, n'a pas voulu repartir. Et donc, je me suis fait remorquer. Et samedi, j'ai eu à débourser 1500 $ de frais de garage. Puis, la personne qui est propriétaire de la voiture était là, elle connaît la mécanique, elle s'assure toujours qu'on ne dépense pas pour rien. Donc, c'est vraiment une réparation. En fait, c'était une réparation plus deux autres qui devaient être faites de toute façon, incluant les freins, là. Donc, c'est pas parce que je veux utiliser vos dons pour inutilement, mais vous comprenez, moi, là, je ne charge pas, je ne suis plus avocate, je ne charge pas des honoraires judiciaires comme certains avocats peuvent avoir chargé à une fondation de 300 000 $. Je ne charge pas 300 000 $ d'honoraires, mais je dois survivre, je dois manger, je dois payer quand j'ai des obligations. Et oui, c'est grâce à vos dons et je vous remercie, mais c'est normal que, parce que sinon, c'est du temps plein, mon travail, autant le recours collectif que ce que je fais là, sur la demande d'autorisation d'appel relativement au recours en inconstitutionnalité sur la loi sur la santé publique du Québec, celle qui a fait coucher le peuple québécois et partout en Occident, des lois comme ça. Et c'est dans le cadre de cette demande d'autorisation que ma demande de révocation du juge en chef est incluse. Je vais vous la lire, ça sera pas long. Donc, je vais vous dire que cette semaine, samedi, j'ai eu, il y a 2 jours, une dépense exceptionnelle que j'ai eu à faire et c'est ça. Il me reste un peu d'argent maintenant pour payer ma nourriture et celle de mes enfants pour cette semaine. Donc, c'est pas parce que je veux profiter de quoi que ce soit. Mais ce n'est pas parce que je veux pas de déposer ma demande d'autorisation. C'est vraiment, j'ai tout sacrifié pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui. Je suis victime de corruption judiciaire, mais c'est au-delà de ça, faut vous voyez. J'ai tout sacrifié pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui avec, entre autres, la preuve, c'est ça, faut retenir, de 14 volumes de preuves de la corruption judiciaire au Canada, incluant de la Cour suprême du Canada, la plus haute cour du Canada. Et ça, c'est très important, cette preuve-là. Dans le cadre de ma demande de révocation,
tout ce que j'ai fait, en fait, j'avais pas prévu de faire une demande de révocation. Moi, je suis mes inspirations intérieures. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, je vais l'utiliser dans le cadre de ma demande de révocation. Et c'est ça qui est extraordinaire pour le peuple canadien et au-delà. Je vis, comme je vous ai dit, chez de la famille. Je n'ai pas à payer de loyer, mais je dois nourrir et nourrir mes enfants. Toutes mes procédures judiciaires sont extrêmement solides. Peu importe ce que certains juges essaient d'inférer, certains avocats de parties adverses essaient d'inférer, certains trolls là, ou jaloux, peu importe, essaient d'inférer sur peu importe ce que je vous confirme. Toutes mes procédures judiciaires sont extrêmement solides. J'ai été avocate pendant 22 ans, mais c'est ayant pratiqué une pratique hors du commun, exceptionnelle, experte, j'ai été experte, je suis toujours experte en anticorruption et en droit de la santé. J'ai été formée en anticorruption, notamment par le International Bar Association, par des experts de Londres, Paris et Washington. Je suis diplômée de 2e cycle universitaire en droit et politique de la santé. Je suis experte en responsabilité civile, dont médicale. J'ai enclenché en mars 2024 le seul recours collectif dans le monde contre des élus, incluant Justin Trudeau, sur le mensonge vaccin sûr et efficace. Pour tous les Canadiens, ce recours collectif-là. Une audience très importante aura lieu au Palais de justice de la Ville de Québec sous peu, soit le lundi 7 avril 2025, où tous les Canadiens sont conviés avec force. Je suis le seul avocat, et je le dis au masculin parce que ça inclut tous les avocats, ayant été radié, je suis le seul ayant été radié en Occident pour les propos véridiques que j'ai tenus sur la corruption judiciaire et l'injection de dossiers qui servent maintenant pour la demande de révocation du juge en chef. Donc, pour les propos véridiques que j'ai tenus sur la corruption judiciaire et l'injection expérimentale dangereuse, ces propos que j'ai tenus oralement, mais aussi par écrit au printemps 2021. Dès le printemps 2021. Financièrement, je dois être supportée. Sinon, c'est impossible au niveau terrestre de continuer. Dès que je paierai la somme totale de 5 527,11 $, le dépôt de ma demande de révocation à l'encontre du juge en chef du Canada et du juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, sera déposé. Dès cette date, vous tous, chers Canadiens, vous aurez en main ma demande de révocation officielle. Ce sera alors votre demande que vous devrez alors remettre à votre député sortant. Et députés sortants, parce que tous les députés sont maintenant plus députés, hein? Donc on les appelle les députés sortants. Ils ne sont plus députés. Les seules fonctions qui restent en fonction pendant une campagne électorale, c'est les ministres et le premier ministre qui restent en fonction, même si une campagne électorale. Donc une petite information comme ça. Donc dès cette date, dès le dépôt de ma demande de révocation, dépôt officiel, vous tous, chers Canadiens, vous aurez en main ma demande de révocation officielle. Ce sera alors votre demande, la demande du peuple que vous devrez alors remettre à votre député sortant et aux candidats de votre circonscription. Vous devrez, car je ne peux le faire seul. Merci de considérer un premier don, si c'est un premier don de votre vie, ou un nouveau don dès maintenant. Les informations sont sur le live, sont déjà sur le live. Je vais maintenant, donc j'ai terminé ma plaidoirie pour vous convaincre de l'importance de déposer ma demande le plus rapidement. J'ai jusqu'au 8 avril à la déposer selon le délai. Idéalement, je préférais la déposer dès cette semaine. Donc c'était ma plaidoirie pour vous exprimer l'urgence de déposer ça le plus rapidement possible et
Et c'est ça. Donc, je vais maintenant vous lire ma demande d'autorisation d'appel, laquelle inclut ma demande si importante de révocation de Richard Wagner. Ensuite, je vais vous lire un article d'un avocat albertain et conseiller du roi. Il y a le titre de conseiller du roi, Clayton Rice, que j'ai fait traduire en français par le Deep L. C'est un article, on appelle ça dans le langage d'avocat, un article d'un auteur. Donc, ici, c'est un avocat, ça aurait pu être un professeur en droit, donc un auteur juridique que je cite dans ma demande d'autorisation d'appel. Alors, je vous invite dès maintenant à partager le live en privé, privé Messenger, privé sur votre cellulaire, sur votre page et aussi de partager sur vos groupes dès maintenant. C'est très, très important. OK, député, c'est député fédéral parce que la demande de révocation, dans le fond, la Cour suprême, quand je vais lire ma demande, vous allez le comprendre, mais je vous explique puisque la question est, la Cour suprême, c'est la plus haute cour. La Cour suprême du Canada, c'est la plus haute cour du Canada. Donc, pour révoquer un juge de la Cour suprême, c'est une situation peut-être la première fois de l'histoire, je veux dire très historique, et il faut que ça soit étudié par les députés de la Chambre des communes, les sénateurs du Sénat du Canada et ensuite le gouverneur général en fonction. Moi, je dépose ma demande en Cour suprême pour une raison, c'est expliqué dans ma demande. Donc, actuellement, pourquoi l'urgence? Comme j'expliquais au départ, je vous invite à réécouter la partie du live que vous n'aurez pas pu écouter jusqu'à date. C'est qu'il y a une campagne électorale qui vient d'être enclenchée, comme vous savez, au Canada hier, une campagne pour des élections générales fédérales. Et c'est ces élus-là, éventuellement, ceux qui seront élus, qui seront sollicités pour étudier en commission parlementaire ma demande de révocation. Donc, c'est vraiment les députés sortants, donc ceux qui étaient députés, les députés sortants fédéraux et les candidats fédéraux de votre circonscription. Donc, c'est au fédéral. Ça fait plaisir, Lucie. Alors, je vous lis mon mémoire. Je sais que c'est un peu lourd, mais je crois que c'est vraiment important que vous l'écoutiez, que vous en preniez connaissance. Donc, ça sera disponible évidemment par écrit. Je vais remettre, ça sera le document que vous allez aller porter auprès des candidats de votre circonscription et le député sortant de votre circonscription. Un ou plusieurs candidats, comme vous le choisissez. Alors, mémoire de la demanderesse. Donc, c'est dans la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême que je dépose dans le cadre du recours en inconstitutionnalité à l'encontre de la loi machiavélique de la santé publique du Québec, où j'ai plaidé à la Cour d'appel le 31 janvier 2025. Je dépose d'ailleurs ma transcription de ma plaidoirie dans ma demande d'autorisation d'appel. Ma plaidoirie est déjà disponible, la transcription, dans le dossier de la Cour d'appel du Québec que j'ai publié le lien récemment quand j'ai mis la photo du juge en chef, qu'il y a des gens qui l'ont appelé Père Noël. Là. Donc, dans cette publication-là, il y a un lien Docurium et vous pouvez avoir accès à, c'est écrit plaidoirie. Pour lire ma plaidoirie, c'est surtout important la dernière partie. Je vous lirai la dernière partie de la transcription qui est les pages 56 à la fin, donc page 56 de la transcription à 85. Si vous voulez aller lire ma plaidoirie, c'est surtout à la fin, mais vous pouvez lire toute la transcription, c'est quand même très intéressant. Alors, mémoire de la demanderesse. Exposé concis des faits, première partie. À compter de mars 2020, le Canada, tout comme les autres pays du monde occidental, a subi une dérive démocratique dans le cadre d'une pandémie qui s'est avérée fausse puisque non actualisée dans les faits réels
avec son faux vaccin sûr et efficace qui s'est avéré une injection expérimentale dangereuse, laquelle constitue le pire crime contre l'humanité que l'humanité aura connu, nous n'en voyons que la pointe de l'iceberg. Et là, dans ce paragraphe-là, je réfère à ma demande de permission d'appeler à la cour d'appel que j'avais déposée, 14 volumes, où là, tous mes allégués, tout le détail de mes points de droit, de mes points de fait, toute la preuve est là-dedans. Donc, je ne l'ai pas réécrit dans mon mémoire, tout est déjà là. Donc, ça sera dans les volumes que je déposerai en Cour suprême. Je continue mon mémoire. Contrairement aux principes constitutionnels portant sur l'indépendance judiciaire, tant le principe constitutionnel, tant institutionnel qu'individuel, indépendance judiciaire qui a pour objectif l'impartialité de la magistrature, c'est-à-dire des juges. Donc, contrairement à ces principes constitutionnels, le juge en chef du Canada, Richard Wagner, s'est impliqué dans un comité politique de propagande tel qu'en fait mention l'avocat canadien conseiller du roi Clayton Rice. Depuis son implication dans cette propagande impliquant de la haute trahison envers le Canada et les Canadiens, Richard Wagner s'est maintenu dans la plus haute responsabilité constitutionnelle du seul contre-pouvoir constitutionnel qu'est le pouvoir judiciaire. La peur, la naïveté et l'inconscience du peuple ont fait en sorte qu'aucune révolution n'a encore pris place au Canada, malgré la faillite du pouvoir judiciaire. La Cour suprême du Canada n'ayant pas voulu contredire la propagande criminelle dans laquelle le juge en chef s'est impliqué. Afin que cet appel, je parle de l'appel sur le recours en inconstitutionnalité de la loi sur la santé publique, afin que cet appel soit entendu avec indépendance face à un juge en chef du Canada corrompu, il importe que Richard Wagner soit révoqué tant de la fonction de juge en chef du Canada que de juge de la Cour suprême du Canada. Alors que le juge en chef du Canada est impliqué dans un comité politique de propagande impliquant de la haute trahison envers le Canada et les Canadiens, la demanderesse, avocate et expert en anticorruption, alerta la population canadienne. Partie 2, exposé concis des questions en litige. Question numéro 1. Est-ce que Richard Wagner doit être révoqué des fonctions de juge en chef du Canada et de juge de la Cour suprême du Canada? Question numéro 2. Est-ce que la présente cause doit enfin être entendue avec indépendance judiciaire? Indépendance judiciaire, c'est de ne pas être lié aux politiques, ne pas être influencé aux politiques. Richard Wagner, lui, il s'est impliqué dans un comité politique. Bravo. Comité politique de propagande. Partie 3. Exposer des arguments. Question numéro 1. Est-ce que Richard Wagner doit être révoqué des fonctions de juge en chef du Canada et de juge de la Cour suprême du Canada? La présente est non seulement une demande de récusation à l'encontre de Richard Wagner, elle est aussi une demande de révocation, telle que le prévoit l'article 9 de la loi sur la Cour suprême. Cette demande de révocation doit être transmise à la Chambre des communes, au Sénat et au gouverneur général en fonction, puisque la Cour suprême du Canada n'y est pas compétente. La demanderesse et demandeur d'asile, vu les persécutions dont elle a été victime de la part du pouvoir judiciaire canadien ainsi que de sa non-protection par la police au Canada, et ce devant une menace de mort écrite par un avocat au Canada. Son avocate en France, devant la Cour nationale d'asile de la République française, a déposé une demande d'aide juridictionnelle au Conseil d'État de la République française. La demande d'asile aux États-Unis stipule notamment ce qui suit. Je
demande l'asile parce que je suis victime depuis 2020 de persécutions importantes, violentes, illégales et abusives de la part du système judiciaire canadien, incluant du plus haut tribunal du Canada, la Cour suprême du Canada. Cela a débuté en 2020 où, à titre d'avocate, je recevais un jugement frauduleux à l'issue d'un procès pour mon client, homme d'affaires très solide, victime de corruption, en parenthèse, abus de pouvoir, fermeture de la parenthèse, gouvernementale, contre une société d'État du gouvernement du Québec au Canada, une poursuite de mon client de 35 millions de dollars canadiens. J'ai alors déposé en mars 2021 une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. En mai 2024, Maître Daniel Gagnon, pour le barreau du Québec, introduisit la première plainte disciplinaire à vie à mon encontre. Maître Daniel Gagnon a avoué sous serment à 2 reprises qu'il n'a jamais lu aucune page des 14 volumes de preuves, sauf mon mémoire de 20 pages qui sont mes allégués. Ce que ma plaidoirie, mes allégués. Point d'exclamation. Le 8 juillet 2021, la Cour suprême du Canada faillit, 8 juillet 2021, la Cour suprême du Canada faillit dans ses responsabilités constitutionnelles en rejetant ma demande d'autorisation d'appel pour mon client. Le 14 mars 2022, le procès sur la plainte disciplinaire eut lieu où Maître Daniel Gagnon avoua à nouveau n'avoir lu aucune page de la preuve des 14 volumes. Le Conseil disciplinaire du barreau du Québec me déclara coupable et me radia pour 8 ans, le tout illégalement et abusivement. J'ai fait appel à toutes les instances avec en main les 14 volumes de preuves de ma demande d'autorisation d'appel initiale à la Cour suprême du Canada de mars 2021 et chacune des instances, donc des cours, Tribunal des professions, Cour supérieure du Québec, Cour d'appel du Québec, chacune des instances a failli. Toujours sur ma radiation, j'ai déposé une nouvelle demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada le 17 mai 2024, contenant maintenant 19 volumes, dont les 14 volumes de preuves initiaux, que j'ai pu déposer, en parenthèse, je vous l'ai dit, grâce à vos dons. J'étais maintenant, au début, j'étais arrivée en France avec, et je vivais avec, en me faisant nourrir à l'Armée du Salut, avec mes enfants. Donc, pour garder tous les dons, pour pouvoir payer tout ça qui a coûté très cher. Donc, toujours sur ma radiation, j'ai déposé une nouvelle demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada le 17 mai 2024, contenant maintenant 19 volumes, dont les 14 volumes de preuves initiaux, que j'ai exceptionnellement aussi notifié à la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, et le roi du Canada et du Royaume du Commonwealth, Charles III. Le 12 septembre 2024, la Cour suprême du Canada faillit à nouveau dans ses responsabilités constitutionnelles, donc en 2024, et ni la gouverneure générale du Canada ni le roi interviennent publiquement selon leurs responsabilités constitutionnelles à protéger le Canada et ses habitants contre la trahison, car ils ont trahi, la Cour suprême, leur responsabilité de contre-pouvoir judiciaire, contre-pouvoir à l'abus de pouvoir gouvernemental. Le 13 septembre 2024, je signais ma plainte à l'encontre du Canada au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, plainte reçue par courrier recommandé le 20 septembre 2024. Alors, ça, c'était un extrait de ma demande d'asile que j'ai cité dans ma demande d'autorisation d'appel. Alors, je continue mon mémoire. Puisque la demanderesse est demandeur d'asile sous la protection du droit international des réfugiés, son adresse et son numéro de téléphone doivent demeurer confidentiels. Considérant cela, seule la Cour suprême du Canada peut et doit transmettre à la Chambre des communes, au Sénat et au gouverneur général en fonction cette demande formelle de révocation en s'assurant de caviarder l'adresse et le numéro de téléphone tel que déclaré à même le formulaire 23A déposé avec la présente demande. C'est le seul moyen afin que la demande de révocation soit entendue selon le droit canadien, selon la loi de la Cour suprême, et ainsi transmise formellement dans le respect du droit international des réfugiés. Question numéro 2. Est-ce que la présente cause doit être entendue avec
indépendance judiciaire. Enfin être entendu avec indépendance judiciaire. Ce sont tous les principes constitutionnels canadiens qui le supportent. Et là, je fais référence à ma demande de permission d'appeler qui fait partie de ma demande d'autorisation. Ma demande de permission d'appeler à la Cour d'appel du Québec, les 4 volumes. Donc, tous mes allégués seront déjà dans ces 4 volumes. Donc, je ne le répète pas inutilement. Alors, sinon, si la présente cause n'est pas entendue avec indépendance judiciaire, sinon, ce ne sera pas seulement Richard Wagner qui devra être révoqué, et je suis sérieuse, mais tous les juges de la Cour suprême du Canada. Hein, parce que, comme on le sait, c'est pas juste ma cause là, qui n'a pas été entendue. C'est plein de causes au Canada relativement à la COVID qui n'a pas été entendue, la fausse pandémie, le faux vaccin surefficace. Pourquoi? Parce que le juge en chef du Canada a été impliqué dans le comité politique de propagande COVID-19. Partie 4, argument sur les dépenses. La demanderesse demande que les dépenses suivent le sort du pourvoi. Partie 5, ordonnance demandée. La demanderesse demande que sa demande formelle de révocation de Richard Wagner soit transmise par la Cour suprême du Canada à la Chambre des communes, au Sénat et au gouverneur général en fonction, avec confirmation à la demanderesse des transmissions effectives de copies de sa demande d'autorisation d'appel, incluant le cavardage pour l'adresse et le numéro de téléphone de la demanderesse. La demanderesse demande que sa demande d'autorisation d'appel soit accueillie, frais à suivre. Et je réfère la partie 4, table alphabétique des sources, la loi sur la Cour suprême, l'article de l'avocat Albertin et conseiller du roi Clayton Rice, et aussi un article dans le Journal de Montréal qui s'intitulait, et que je fais référence en bas de page dans mon texte, dans mon mémoire, c'était le 24 décembre 2020, hein, à la suite de la manifestation du 20 décembre 2020, où le Journal de Montréal titrait « Manif anti-vaccin, une avocate dans la ligne de mire du syndic du barreau du Québec ». 24 décembre 2020, parce que je l'ai cité aussi, cet article de journal dans ma demande de permission d'appeler à la Cour d'appel, parce que ce que je dis, c'est que les manifestants, nous étions tous des lanceurs d'alerte, et moi, j'étais une lanceuse d'alerte avocate. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau. Salutations à Patrick Godreau, que je viens de voir qui m'écoute. Patrick, que j'apprécie énormément. On a fait un travail séparé, mais orienté sur la vérité relativement sur l'injection expérimentale dangereuse. Donc, j'apprécie qu'il soit à l'antenne. Je l'ai d'ailleurs déjà mentionné que je l'appréciais lors de mon entrevue avec Lux Media à Washington, D.C., le 20 janvier 2025. Donc, là, je vais vous lire, je vais terminer là-dessus. Je vous invite à nouveau de partager ce live privé, public, sur votre page, sur vos groupes. C'est très, très important. C'est pour que je reçoive suffisamment de dons pour que je puisse déposer finalement cette demande de révocation. Mais aussi, et aussi, c'est pour que les gens se préparent à faire le travail que seuls les citoyens pourront faire, car je ne pourrai pas le faire, c'est de remettre cette demande de révocation à chacun des députés sortants et candidats dans votre circonscription, dans le cadre de cette campagne électorale fédérale, pour que ils soient prêts à en discuter à la Chambre des communes selon leurs obligations juridiques, selon l'article 9 de la loi sur la Cour suprême. Alors, je termine en lisant, c'est une traduction de Deep L, d'un article de l'avocat Albertin Clayton Rice, qui est aussi conseiller du roi, un article qui avait été écrit, qui est disponible sur sa page web de son bureau d'avocat, le 18 juin 2020. Donc, peu de temps avant le début de la fausse pandémie en 2020. Alors, c'est une traduction de Deep L. Je vais faire quelques corrections
de la traduction, mais ça ne veut pas dire que la traduction est parfaite. Le juge en chef Wagner devrait démissionner, c'est ça le titre, le juge en chef Wagner devrait démissionner du comité COVID-19. Là, on est en 2020. Le gouvernement du Canada a formé un organisme national de leadership appelé Comité d'action sur le fonctionnement des tribunaux en réponse à COVID-19. Ce comité est co-présidé par l'honorable David Lametti, procureur général du Canada, c'était le ministre de la Justice, là, David Lametti, et co-présidé et le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada. Ne fais que lire, là. C'est pas moi qui dis qu'il est très honorable. Selon le gouvernement fédéral, l'objectif du comité est d'élaborer des principes nationaux sur la promotion d'un système judiciaire efficace, une approche harmonieuse de la reprise des activités des tribunaux canadiens, entre guillemets. Une approche harmonieuse, c'est une citation, après la levée de la fermeture pour cause de pandémie. 1. Le mandat. Le mandat du comité a été décrit dans un message publié sur le site web du ministère de la Justice. Il consiste notamment à fournir des orientations nationales pour soutenir le rétablissement et la stabilisation des activités des tribunaux, à faciliter l'échange d'informations et à promouvoir les meilleures pratiques et à se concentrer principalement sur la reprise des procédures judiciaires en personne et à envisager des mesures visant à moderniser le système judiciaire. Le comité était initialement composé de le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, coprésident, l'honorable David Lametti, procureur général du Canada, coprésident, l'honorable Jeffrey Morawetz, juge en chef de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, l'honorable Mary Moreau, juge en chef de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta. Elle était à ce moment, Mary Moreau, juge en chef de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta. Maintenant, elle est, depuis peut-être un an, nommée juge. Elle est juge à la Cour suprême. Il y a 9 juges à la Cour suprême. Il y a Richard Wagner, juge en chef, et Mary Moreau, c'est la plus récente juge qui a été nommée à la Cour suprême par Justin Trudeau. L'honorable, le processus de la nomination des juges se fait par un comité qui se doit, selon la loi, d'être indépendant. Et ensuite, c'est une recommandation qu'il fait au premier ministre. Est-ce qu'il est indépendant? Je ne le sais pas. Je vous dis juste l'état de la situation, de qu'est-ce qu'ils écrivent. Honorable Terry Matchett, juge en chef de la Cour provinciale de l'Ontario, donc le comité là, de COVID-19, politique, le comité politique. L'honorable David Eby, procureur de la Colombie-Britannique. Nathalie G. Drouin, sous-procureur général du Canada. Tina Namiesnioski, présidente de l'Agence de santé publique du Canada. Hein? Après, ça va être difficile de faire des causes contre eux autres. René Thériault, juriste chef Cour suprême du Canada. Je pense que c'est elle qui est sur le World Economic Forum, je pense. René Thériault, c'est une femme. Les juges en chef Morawetz et Moreau sont des représentants du Conseil canadien de la magistrature. L'ancien juge en chef Matchett était ancien président du Conseil canadien des juges en chef. Le 8 mai 2020, le ministère de la Justice a annoncé que le comité avait tenu sa première réunion. L'annonce précise que les travaux du comité se concentreront sur l'élaboration de lignes directrices en matière de santé et de sécurité propres aux tribunaux qui pourront être adaptées aux besoins de chaque tribunal et de chaque communauté, alors que les tribunaux au Canada sont restés ouverts pendant la pandémie de COVID-19. Les activités des tribunaux ont été sévèrement restreintes en raison des mesures de sécurité publique mises en œuvre par les gouvernements. Le mandat du comité, qui consiste à veiller à ce que le pouvoir judiciaire et les administrateurs des tribunaux aient accès aux meilleures informations et pratiques disponibles, sera essentiel pour la sécurité publique lors de la reprise des services en personne dans les palais de justice du pays. 2. Donc, l'avocat Clayton Rice cite beaucoup c'est quoi que, selon le gouvernement, l'objet du comité COVID-19. 2. Le juge en chef de la Cour suprême du Canada sur la place publique. Le 13 juin 2020, dans un article intitulé « Supreme Court Chief Justice suggests
Criminal Code Change to Cut into Court Black Clouds, Olivia Stefanovich de CBC News a rapporté que le juge en chef Wagner a déclaré que nous, entre guillemets, demandons que des modifications soient apportées au code criminel, y compris des changements au nombre de jurés et à la durée du procès, règles de conduite dans les affaires pénales. Les commentaires du juge en chef ont suscité des réactions critiques de la part des avocats de la défense. Le 18 juin 2020, dans un article de suivi pour CBC News intitulé « Some lawyers say Chief Justice Wagner crossed a line by suggesting criminal code change », Madame la journaliste Stefanovich a rapporté les propos de l'avocat torontois Adam Bonney, selon lesquels les modifications législatives apportées à la composition des jurys pourraient être contestées. Donc ça, c'est le juge en chef qui demandait une modification du nombre de jurys. Donc, selon lesquels les modifications législatives apportées à la composition des jurys pourraient être contestées en vertu de la Charte des droits et libertés. La Cour suprême du Canada, en tant que plus haute cour d'appel, serait l'arbitre final de la constitutionnalité de tels changements. John Struthers, président de la Criminal Lawyers Association, a qualifié de très problématiques les commentaires du juge en chef sur les modifications législatives à connotation politique. C'est un exemple, comprenez-vous? C'est un exemple, mais c'est important parce que c'est un avocat canadien, albertain, qui a fait cet écrit-là et qu'il cite une journaliste de CBC, Radio-Canada. Donc, c'est un exemple qui est très important. Ça démontre que ce comité politique, que je nomme de propagande, COVID-19, voulait s'inférer dans la législation, alors que le coprésident, c'est le juge en chef de la Cour suprême, qui n'a pas aucun sens. Numéro 3. Quels sont les enjeux? Point d'interrogation. Il est très préoccupant pour, donc je cite toujours l'avocat albertain Clayton Rice, il est très préoccupant pour le juge en chef du Canada de faire des déclarations publiques sur un programme législatif prospectif. Il est d'autant plus préoccupant que le juge en chef de la Cour suprême fasse intervenir activement son bureau, c'est vrai, hein, il y a l'avocate juriste chef de la Cour suprême, René Thériault, qui je crois qui est membre du World Economic Forum. Donc, je reprends ces mots, il est d'autant plus préoccupant que le juge en chef de la Cour suprême fasse intervenir activement son bureau dans les discussions sur la manière dont ce programme peut être façonné. Il s'agit d'une violation de la séparation constitutionnelle des pouvoirs, d'une atteinte au principe de subsidiarité et d'une atteinte à la liberté d'expression, l'indépendance du pouvoir judiciaire et érode la démocratie canadienne. Il appartient au pouvoir judiciaire de statuer sur la validité de la législation après sa promulgation et non de participer au débat politique avant la promulgation. Le législateur est intrinsèquement politique et le pouvoir judiciaire n'a pas sa place dans l'arène politique. Bien que le procureur général du Canada puisse consulter le pouvoir judiciaire sur des questions touchant l'administration des tribunaux, il n'y a rien de spécifique dans le mandat de la Commission qui engage le pouvoir judiciaire dans le développement de la politique législative indépendamment de la transparence. Si le gouvernement fédéral a des préoccupations en ce qui concerne la validité de toute mesure législative qu'il pourrait prendre, le recours approprié aux tribunaux serait une question de renvoi, ça s'appelle un renvoi, présenté par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 53 de la loi sur la Cour suprême. La conduite du président de la Cour suprême a compromis, la conduite du juge en chef, c'est une mauvaise traduction là, de DPL, la conduite du juge en chef de la Cour suprême a compromis, Richard Wagner, a compromis les droits du gouverneur en conseil en vertu de la loi. Dans les affaires pénales, le litige peut être engagé
par une contestation constitutionnelle en vertu de la charte ou par des plaidoiries initiales en vertu des règles de procédure provinciale. Les tests juridiques de nécessité et de proportionnalité se profilent à l'horizon. En vertu de l'article 11D de la charte, chaque Canadien a droit à un tribunal indépendant et impartial, libre de toute influence politique dans l'application de cet outil analytique par le pouvoir judiciaire pour déterminer la portée excessive d'une loi ou d'un règlement. L'action la portée excessive d'une loi ou d'un règlement, l'action du gouvernement. Le juge en chef de la Cour suprême a compromis, c'est grave là qu'est-ce qu'il dit, puis je suis totalement d'accord, a compromis les intérêts de tous les Canadiens en matière de procès équitable en tant que bénéficiaire droit à un tribunal indépendant, ont droit à un tribunal indépendant et impartial. Un droit qui est intrinsèquement un droit qui est intrinsèque à l'état de droit. À l'état de droit, c'est quand on dit qu'un pays est un état de droit, c'est qui suit les règles de droit, et au départ, comme la Cour suprême le dit, je sors du texte, là, comme la Cour suprême le dit dans des arrêts, dans des jugements, c'est la loi suprême est la Constitution. Donc, si tu ne suis pas la Constitution, tu n'es plus dans un état de droit. Le juge en chef Wagner ferait bien de garder à l'esprit l'opinion majoritaire de sa Cour dans l'affaire Makin versus New Brunswick 2002, 1 RCS 405, où Feu, le juge Charles Gontier, a déclaré qu'un tribunal doit non seulement être véritablement indépendant, mais aussi raisonnablement perçu comme tel. Pour qu'il y ait indépendance au sens constitutionnel, a-t-il déclaré au paragraphe 38, une personne raisonnable et bien formée doit non seulement conclure à l'existence d'une indépendance, mais aussi l'indépendance d'eux, mais aussi constater que les conditions sont réunies pour donner une perception raisonnable de l'indépendance. Seules des garanties juridiques objectives sont à même de répondre à cette double exigence. L'indépendance d'une juridiction donnée a une double dimension, une dimension individuelle et une dimension institutionnelle. L'indépendance individuelle est liée à la fonction juridictionnelle des juges, tandis que l'indépendance institutionnelle est liée à la fonction juridictionnelle du juge, des juges. Oui, c'est ça. Des juges dans l'ensemble. L'indépendance concerne le statut du pouvoir judiciaire en tant qu'institution gardienne de la Constitution du Canada. Bien que ces deux dimensions soient concernées par cette controverse, c'est la dimension institutionnelle qui me préoccupe. Je cite toujours Clayton Rice, l'avocat albertain canadien, qui me préoccupe principalement ici. Comme l'a dit le juge Gontier dans l'affaire Makin au paragraphe 39, le pouvoir judiciaire en tant que gardien de la Constitution reflète un engagement profond envers la théorie constitutionnelle de la séparation des pouvoirs. Voir aussi R. contre Valente 1985, 2 SCR 673 par le juge Ledin au paragraphe 20. C'est là l'essentiel. L'engagement en faveur de la séparation des pouvoirs est amoindri lorsque le pouvoir judiciaire envahit le domaine des pouvoirs exécutifs et législatifs et s'engage publiquement dans un débat politique sur ce que pourrait être un programme législatif. Dans The Federalist du 28 mai 1788, Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs de la Constitution des États-Unis, s'exprime ainsi, ouverture des guillemets, l'exécutif ne se contente pas de distribuer les honneurs, il tient l'épée de la communauté. La législature ne se contente pas de commander la bourse, elle prescrit les règles selon lesquelles le gouvernement doit s'acquitter de ses responsabilités. Le pouvoir judiciaire, au contraire, n'a aucune influence sur l'épée ou le porte-monnaie. Le pouvoir judiciaire, au contraire, n'a aucune le pouvoir judiciaire, au contraire, n'a aucune influence sur l'épée ou la bourse, ne dirige ni la force ni la richesse de la société
et ne peut prendre aucune résolution active. On peut vraiment dire qu'il n'a ni force ni volonté, mais seulement un jugement. La référence, c'est In Bailyn Edition, Debate on the Constitution, Part 2, The Library of America, 1993, page 468. Numéro 4, conclusion de l'article de l'auteur, avocat canadien et conseiller du roi Clayton Rice. Si les commentaires rapportés du juge en chef Wagner sont exacts, il devrait démissionner du comité COVID-19 afin de protéger les droits du gouverneur en conseil, le droit de chaque Canadien à un procès équitable et l'intégrité de la Cour suprême du Canada en tant que gardienne de la Constitution, sans une indépendance ouverte et la communication de cette indépendance au public. Le pouvoir judiciaire canadien ne peut prétendre à la légitimité. Et ça me vient à l'esprit, là, j'avais oublié ça, c'est qu'en plus de cela, il faut aussi se rappeler que je me rappelle pas à quelle date, il va falloir que je vérifie, que le gouverneur général a quitté dans l'époque de la COVID et c'est le juge en chef Richard Wagner qui a été temporairement gouverneur général. Aucun sens. Donc, c'est cela. Alors, je souhaite déposer cette demande d'autorisation d'appel sur la loi, sur la constitutionnalité de la loi sur la santé publique. Pour ça, j'ai besoin de votre support financier. C'est impossible pour moi de le faire sans que vous continuez ou que vous faites pour la première fois un don. L'objet de la demande de révocation qui fait partie de ma demande d'autorisation, ce n'est pas de dire si si j'ai entièrement raison sur l'injection expérimentale ou sur la fausse pandémie, c'est le fait que le juge s'est impliqué dans un comité de politique de propagande, c'est ça, et donc un comité politique, donc il n'avait pas d'affaire à être là, et par le fait même, aucun juge au Canada est à l'aise à intervenir dans ce dossier-là, et ce dossier-là, je dis que c'est un crime contre l'humanité et je dis que c'est le plus grand crime contre l'humanité que l'humanité aura connu. On n'en voit que la pointe de l'iceberg, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout ce que je dis pour dire qu'on n'accepte pas que le juge en chef du Canada, le plus haut juge au Canada, intervienne en politique et continue ensuite d'être juge. Ça ne peut pas. Donc, on doit avoir une discussion là-dessus. Et la discussion, selon la loi de la Cour suprême, doit avoir lieu en Chambre des communes. Et c'est pour ça l'importance que les candidats et les députés sortants dans l'élection fédérale actuelle, la campagne électorale actuelle, prennent connaissance de cette demande-là pour qu'ils s'engagent auprès de vous idéalement, qu'ils s'engagent à ce que la discussion, ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous, que la discussion ait lieu en Chambre des communes, incluant en commission parlementaire. Alors, je vous remercie beaucoup. Partagez. Merci pour vos dons. J'apprécie. On continue pour le futur des enfants.